La CPI cherche toujours des informations relatives à l'affaire Laurent Gbagbo. La procureure Fatou Bensouda, en mission en Côte d'Ivoire, a rencontré les autorités du pays. Comment rompre le jeûne du Ramadan en Côte d'Ivoire? Plusieurs fidèles musulmans privilégient aujourd'hui le pain. Résultat, les boulangeries sont bondées. En Centrafrique, la FIDH dénonce les crimes récurrents perpétrés contre la population civile. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Le chef de l'État ivoirien et président en exercice de la CEDEAO était en visite aujourd'hui au Togo. Alassane Ouattara et ses homologues nigérians Goodluck Jonathan et togolais Faure Gnassingbé ont eu des entretiens. La sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime, des problèmes auxquels sont confrontés les pays de la sous-région. Autre étape de ce séjour, les trois chefs d'État ont également rencontré les responsables de la classe politique togolaise. Une précaution nécessaire pour éviter toute violence et contestation pendant les élections législatives du 25 juillet prochain. Retour à présent en Côte d'Ivoire où le jeûne du Ramadan se poursuit. Alors comment les fidèles musulmans procèdent-ils pour la rupture à partir de 19h30 ? Eh bien, chacun y va selon ses moyens ou encore ses goûts. D'un côté, on retrouve par exemple ceux qui privilégient les mets à base de farine de blé. De l'autre, il y a ceux qui préfèrent les baguettes de pain. Du coup, les boulangeries sont pleines à craquer. C'est un reportage de Laetitia Manglé. Cris, bousculades, c'est l'ambiance qui règne ici dans cette boulangerie chaque jour depuis le début du Ramadan. En cette période, le pain est très apprécié par les fidèles musulmans. Ils le consomment à 4 h du matin ou à 18 h lors de la rupture. Le pain est surtout apprécié pour son caractère digeste et son aptitude à accompagner plusieurs mets. 150 francs suffisent pour se procurer le précieux sésame. On est venu acheter les pains pour aller couper carré maïssa et pour mettre carré maïssa demain aussi. Moi j'aime consommer le café à 4 h du matin. Voilà, donc même si je mange la ticket, je mange du riz, il me faut forcément le café. Voilà pourquoi je suis venu chercher du pain. Le pain est un peu léger à digérer, raison pour laquelle on paie le pain. Après, c'est plus facilement avec oignon ou bien salade, mais souvent même du lait. Période de jeûne musulman, certes, mais aussi période de vache grasse pour boulangers et pâtissiers. Dans cette boulangerie d'Abobo Samaké, par exemple, l'on est passé de 12 à 24 heures de travail. Les clients sont plus qu'avant, ils deviennent beaucoup. C'est pour ça que ça ne peut pas faire attendre les clients, il a ouvert de l'autre côté. Quand il y a trop de monde, on les prend de l'autre côté. Maintenant, on monte de 14 h à 22 h minuit. Puis on s'en les autres montent de 9 h le lendemain matin. Malgré ces dispositions, toujours de longues files d'attente. Chacun voulant rejoindre son domicile avec sa baguette de pain, l'élément indispensable à la rupture du jeûne. Au chapitre justice, la mission en Côte d'Ivoire de la procureure de la Cour pénale internationale. Au programme, des séances de travail dans le cadre de l'affaire Laurent Gbagbo. Fatou Bensouda a rencontré plusieurs autorités ivoiriennes, dont le ministre de la Justice et des Libertés publiques, Nyenema Koulibaly. Explications et détails, Michel Digré. Une séance de travail qui aura duré 1 heure de temps. À sa sortie d'audience avec le ministre de la Justice et des Libertés publiques, la procureure de la Cour pénale internationale a donné les motifs de sa présence en Côte d'Ivoire. Elle est ici en Côte d'Ivoire pour une mission essentiellement technique, suite à la décision de 2 juges sur 3 d'apporter des informations additionnelles dans l'affaire Laurent Gbagbo. Sa mission est de rencontrer toute personne qui pourrait l'appuyer dans cette mission et d'avoir plus d'informations et de s'assurer que son équipe sur place travaille dans les bonnes conditions. La procureure de la CPI a par ailleurs indiqué qu'après le dossier Laurent Gbagbo, d'autres cas suivront en Côte d'Ivoire. Dès le début de l'affaire, le bureau du procureur a indiqué qu'il cherchera de tous les côtés, dans tous les camps, et il faut bien commencer quelque part. Son mandat n'est pas d'arrêter qui que ce soit, mais bien d'investiguer, d'enquêter, c'est ce qui se passe.
L'affaire Gbagbo est la première affaire et n'est pas la dernière, dans le cas de la Côte d'Ivoire. La procureure Bensouda s'est également prononcée sur le cas Simone Gbagbo. En ce qui concerne Mme Simone Gbagbo, Mme le procureur rappelle qu'un mandat d'arrêt a été délivré et qu'il travaille avec les autorités ivoiriennes dans le sens d'avoir une réponse quant à ce mandat d'arrêt. C'est en début de mois de juin que l'audience de confirmation ou non des charges contre Laurent Gbagbo a été ajournée, les juges ayant demandé des preuves supplémentaires avant un éventuel procès contre l'ex-président ivoirien. Une autre visite à présent, celle effectuée par le ministre de l'Enseignement supérieur Ibrahim Cissé Bakongo au Centre de recherche océanologique. Objectif, s'imprégner des conditions de travail des agents de cette institution. On retrouve Grace Kando. Le Centre de recherche océanologique a du mal à fonctionner. Ce centre qui a pour mission, entre autres, d'effectuer les recherches nécessaires à la connaissance de l'environnement aquatique manque de moyens techniques. Trouver les moyens pour aller faire des missions sur le terrain, c'est tout un problème. Ici, sur près d'une trentaine de chercheurs, c'est des équipes qui tournent. Et donc, ça veut dire que faire des missions dans le sud-ouest, dans le sud-est, ça demande des moyens, des véhicules de terrain, et puis aussi des laboratoires, à défaut d'être de pointe, mais qui ont des équipements de base pour faire les premières analyses. Le ministre Bakongo, en visite sur le site, préconise un changement de statut du Centre de recherche océanologique pour une meilleure prise en charge. Nous avons demandé à la direction qui est actuellement en place de réfléchir à une évolution du statut du CRO pour permettre au CRO d'exprimer toutes ses ambitions et aussi, surtout, de répondre aux attentes que la Côte d'Ivoire forme dans ce centre. Après le centre de recherche océanologique, le ministre Bakongo s'est aussi rendu au centre de recherche écologique pour s'imprégner des conditions de travail des agents. La dégradation de l'environnement en Côte d'Ivoire au centre des préoccupations de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. L'institution tire la sonnette d'alarme et recommande un changement de comportement pour un développement durable dans le pays. Michel Digré. Émissions de gaz à effet de serre, dégâts sur la couche d'ozone, dégradation de l'environnement. Le cadre de vie des Ivoiriens se détériore progressivement. L'ASCAD tire la sonnette d'alarme. Une conférence débat d'un académicien, le professeur Biemi-Jean, pour inviter les uns et les autres à un changement de comportement. Nous voulons donc que les intellectuels ivoiriens, les scientifiques ivoiriens prennent à cœur le problème de notre environnement, les conditions de notre évolution, pour que nous puissions d'abord vivre dans un environnement sain et que nous laissions aussi à nos descendants, normalement, un pays propre, un pays qui vaut la peine d'y vivre. Le professeur Biemi-Jean reste par ailleurs convaincu que l'éducation à l'environnement et au développement durable, si elle est prise en compte par le système éducatif, constituera le meilleur moyen de sauvegarder le cadre de vie. Le conférencier souhaite la mise en place d'un groupe d'Ivoiriens formés aux valeurs universelles de la viabilité et capable de prendre en main la défense de la nature. Une délégation de la presse camerounaise en Côte d'Ivoire pour constater l'évolution du traitement de l'information dans les médias publics locaux. Les hommes de médias camerounais ont visité hier les installations de la télévision nationale. L'occasion donc pour le directeur général Amadou Bakayoko de présenter son projet d'entreprise axé sur l'efficacité et la promotion des nouveaux talents. Thomas Guessambi. Échanger et comprendre les orientations nouvelles d'une chaîne de radio et télévision de service public face à des défis de réconciliation nationale et de libéralisation prochaine du paysage audiovisuel. Une motivation qui amène une délégation de journalistes camerounais conduite à l'occasion par l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire dans les locaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Entouré de ses plus proches collaborateurs, Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, a pu répondre
aux différentes préoccupations de ses hôtes. Les relations entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont très riches. Ce sont deux peuples qui s'apprécient mutuellement. Donc nous, en tant que médias, qui sommes un peu le reflet des opinions des peuples, il est important que nous puissions avoir des échanges de ce type pour confronter nos points de vue sur les problématiques qu'on rencontre, qui sont finalement assez proches pour des médias donc, dans des pays en voie de développement. Après la présentation du travail qui s'abat en ce moment à la RTI, les journalistes camerounais disent repartir édifiés. Je crois que les journalistes ivoiriens portent aujourd'hui une lourde responsabilité, celle d'accompagner le processus de réconciliation de manière à faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve son honneur d'antan, que la Côte d'Ivoire retrouve son prestige d'antan. Et j'espère que les confrères qui sont ici sont suffisamment conscients de cette réalité. Et comme il est d'usage dans les relations africaines, la délégation camerounaise est repartie avec des présents pour garder le souvenir d'un passage. Remise des diplômes de la 13e promotion du programme Gestion de la politique économique. Le GPE vise à renforcer les capacités des cadres administratifs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Laetitia Manglé. L'administration ivoirienne, tout comme bien d'autres administrations africaines, pour être efficace, ont plusieurs défis à relever. Ces défis ont pour nom la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et la culture de l'excellence. La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique et ses partenaires veulent aider les cadres de ces administrations à gagner le pari de la performance depuis plus d'une décennie. Pour cette 13e édition, ce sont au total 41 auditeurs venus des 12 pays de l'UEMOA, de la Mauritanie et de la Guinée équatoriale qui ont été formés à la gestion de la politique économique à travers le programme GPE. Nous venons de recevoir une formation qui va nous mettre au devant de la scène, qui va nous permettre de bien décider, de bien discuter, de bien débattre avec les autres afin que le flambeau de nos pays soit élevé pour que nous puissions relever le défi du développement qui se pose à nos pays. Les cadres administratifs formés au programme GPE font aujourd'hui la fierté du point de vue compétences de leur pays, mais aussi des initiateurs du projet. Nos administrations ne sont pas dotées de personnes suffisamment qualifiées pour concevoir, étudier les dossiers de politique économique. Et donc, dans le temps, c'était à Columbia qu'on partait former les cadres de l'administration. C'est comme cela que la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique a délocalisé ce programme en Afrique. Le GPE Abidjan est un programme de l'université Félix Houphouët-Boigny, logé au Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES. Une brève pour terminer l'actualité nationale. Avant les mondiaux d'athlétisme du 10 au 18 août prochain à Moscou, l'Ivoirienne Muriel Aouré vient de remporter il y a à peine une heure les 200 mètres du meeting de la Diamond League à Monaco en 22 secondes 24 centièmes. C'est de bon augure avant les championnats du monde d'athlétisme en direct sur les antennes de la RTI. En Centrafrique, la Fédération internationale des droits de l'homme tire la sonnette d'alarme. La FIDH dénonce les crimes récurrents contre la population civile. Plus de 400 meurtres ont été commis en seulement 4 mois par les éléments du Séléka. Bangui, capitale de la Centrafrique. 4 mois après le coup d'État, l'activité reprend. Un calme précaire lié au désarmement des anciens rebelles du Séléka qui s'étaient emparés de la ville après la chute du président Bozizé. Ce début d'accalmie rassure les habitants des quartiers populaires. Nous ne voyons plus les éléments de la Séléka. Ils étaient tout le temps dans les carrefours, dans les ruelles avec nous et sont devenus un peu plus rares. Du côté des autorités de transition, on se veut rassurant. Le président Michel Djotodia se targue d'un retour à la normale grâce à la présence de l'armée régulière et de la force multinationale. Des apparences trompeuses. Ce matin même, des ex-rebelles ont semé la panique dans la capitale lors d'une opération de désarmement. Une instabilité chronique relayée par la Fédération internationale des droits de l'homme. L'organisation a effectué une mission d'enquête internationale dans le pays et son constat est alarmant. Une partie des rebelles, toujours armés, continue de sévir. Ils auraient commis 400 meurtres depuis le mois de mars. Ce que nous constatons, c'est que les exactions se poursuivent,
davantage de provinces d'ailleurs qu'à Bangui, puisqu'à Bangui, on constate une certaine accalmie après ce processus de désarmement qui a commencé. Mais les populations sont victimes de meurtres, sont victimes de pillages à répétition. Des viols ont également été recensés. Juste sur le mois qui a suivi le coup d'État, par exemple, on a recensé plus de 86 viols. Les chefs rebelles de la Séléka ont leur zone d'influence et les populations sont à leur merci. À l'insécurité s'ajoute l'urgence humanitaire pour des milliers de Centrafricains sur qui pèse la pénurie alimentaire. 50 000 d'entre eux survivent toujours dans des camps de fortune, dans l'attente de la sécurisation de tout le pays pour pouvoir enfin rentrer chez eux. Très bonne soirée à tous sur RTI2 et on se retrouve demain pour l'édition complète de 19h30.